Luc Michel vient de passer là en revue pratiquement le grossissement et les multiples mensonges qu'il y a dans cette affaire. Rappelons qu'au Tchad, tout le grossissement médiatique que l'on a voulu faire, vous l'avez dit à l'entame tout à l'heure, président Bandakani, mais entrons dans le discours de Mahamad Idriss Idno. Dans ce discours, les grandes balises qu'il donne pour la nation tchadienne, mais aussi ce double jeu de François Macron, Emmanuel Macron forcément de ce jour. Mais d'abord, le président du Conseil militaire de transition a une fois de plus cadré sur le plan conceptuel, sur le plan des idées cadres, des principes structurels, n'est-ce pas, la dynamique de la transition. D'abord, la quasi-sacralisation de l'héritage du maréchal, l'unité du pays, le vivre ensemble, la paix et la sécurité sont non négociables. C'est bien tout dit. Je dis bien non négociables, du clair. Il a lancé un appel au patriotisme et il a rappelé que le Tchad était en danger. Le Tchad courait un danger terrible qui risquait de le faire basculer dans les années passées où le pays a connu près de 50 ans de guerre civile, alimenté par la France, les Américains, entre autres, et les visées libyens de l'époque. Et le faisant, il nous fait penser au président Déby lui-même, le maréchal, quand il a dit qu'il ne voudrait pas voir de son vivant, voilà, son pays retourner dans le désordre. Après ça, on peut observer, Luc Michel vient de le dire, qu'il a annoncé la mise en place d'un Conseil national de la transition qui va tenir lieu, n'est-ce pas, d'outils législatifs, une espèce de parlement. Et ce Conseil est censé rassembler tous les fils du pays. Dans un dialogue inclusif. Tous les fils du pays. Voilà. Tous les fils du pays. Il a fait appel à tous ceux qui sont à l'extérieur. Il a réitéré sa volonté de dialoguer. Donc, on a là les paradigmes phares de cette transition sont clairement déclinés dans ce discours. Ça, c'est sur le plan domestique. Mais ce discours aussi, à part le nier, c'était un message. C'était un message adressé, n'est-ce pas, à ce que lui-même a appelé les ennemis du Tchad, des terroristes, des terroristes et les comploteurs de tous bords. Et dans ces comploteurs de tous bords, on peut très bien comprendre, n'est-ce pas, l'opposition néocoloniale, que le monsieur tout à l'heure a souligné, et leur parrain, la France. Et leur parrain, la France. Alors, pour revenir à cette opposition-là, je vais pas revenir sur ce que Luc Michel a dit. La faible capacité de mobilisation de cette opposition a été démontrée cet après-midi. Il ne sert à rien de dire qu'on a interdit les marches. Mais quand vous lancez une manifestation en connaissance de cause, vous ne vous plaignez pas si vous n'arrivez pas à mobiliser. Donc c'est clair. Donc là, à ce niveau, on voit très bien ce que pèse cette opposition-là. Depuis dimanche, puis bientôt une semaine, je dis ici, je dénonce, j'avertis, j'alerte sur le projet français et sur le plan personnel de M. Macron. Ben, je l'ai dit dimanche passé, je vous ai dit que la phase que la proclamation unilatérale d'une trêve par la rébellion terroriste, oui, était à prendre avec beaucoup de pincettes. J'avais indiqué que le plan de Paris était clair, de passer maintenant à l'autre phase qui est susciter les manifestations dans la rue et ça appeler, c'est-à-dire pousser le général à la répression et après maintenant passer à une autre phase qui est de faire détacher certains généraux. Et j'ai donné le nom la dernière fois, ce Idriss Abderrahmane Diko. Il y a à peu près 6 généraux et plusieurs officiers qui, sur la base de querelles de famille, il y a des querelles de famille qui ont opposé, n'est-ce pas, Déby à la famille de M. Diko. Ils ont des liens familiaux, ce sont des cousins, neveux, et qui ont débouché sur la mort, n'est-ce pas, d'une maman, la maman de M. Diko. Tout à fait. Voilà, dans des circonstances non élucidées.
Bon, Paris, d'ailleurs, on me soupçonne, n'est-ce pas, que M. Général Dicot a été expulsé par Paris et qu'il serait à l'ambassade de France. Je dis, on soupçonne. Donc, Paris entend instrumentaliser Souta, n'est-ce pas, pour désorganiser l'armée tchadienne, détacher des généraux qui vont aller légitimer maintenant la rébellion terroriste. Ça, c'est la phase, c'est ça, ça a commencé, c'est ça. D'où le discours de Macron aujourd'hui. Tout à fait. Bon, vous appelez ça discours, d'où ces élucubrations. Oui, voilà. Ces élucubrations, n'est-ce pas? Oui, ces élucubrations d'aujourd'hui. Ça a commencé, ça va s'arrêter là. C'est le début de leur plan, je l'ai indiqué clairement. C'est le plan de la France. Parce que le problème majeur de la France, on l'a expliqué ici, c'est qu'il n'est pas question de laisser, les Russes s'implanter fortement dans son précaré, deuxièmement, empêcher l'émancipation du Tchad de la tutelle française, que le maréchal Déby avait amorcé sérieusement. Contrairement à ce que les gens racontent dans les gargotes et les réseaux sociaux, infestés de faux profils des services secrets français qui font la propagande française de petit niveau, n'est-ce pas, en braillant sur le retour, n'est-ce pas, au cadre constitutionnel. J'ai écouté l'Union africaine aller dans ce sens. Mais bien, commençons par l'Union africaine. Permettez-moi de commencer. Je vous ai dit, oui. Je voulais, avant d'aller à l'Union africaine, qu'on entre dans les fondamentaux du plan français qui, en réalité, que le monde entier, en fait, ceux qui voient le visage pratiquement aujourd'hui. D'abord, M. Bertondi, une fois de plus, c'est clair. Qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau d'ingérence dans les affaires d'un pays? Une fois de plus. Moi, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau d'ingérence dans les affaires d'un pays? Qu'est-ce qui peut expliquer que la folie, le délit macronien, c'est-à-dire, parler comme ça du Tchad. C'est le seul pays qui parle comme ça du Tchad, dans le monde. C'est le seul pays aujourd'hui, le seul pays. Le seul pays qu'on appelle France est obligé de s'ingérer aussi grossièrement dans les affaires du Tchad. Ce délit-là explique réellement ce qui est en train de se passer. Mon cher Bertondi. Il y a un pacte, ce que j'appelle le pacte démocratico-recolonial. Tout ça, c'est-à-dire qui est la couverture du projet français de reconquérir, entre guillemets, son précaré, surtout l'Afrique centrale. Surtout de le conquérir. Parce que on n'a pas renouvelé le franc CFA, l'Afrique centrale, et il y a une dynamique maintenant claire que personne ne nie plus de rupture avec la France, l'Afrique centrale. Cette dynamique, plus les jours passent, elle se renforce, elle se consolide et elle avance à pas sûr. C'est inacceptable pour Paris, qui travaille, comme je l'ai déjà dit, pour les globalistes financiers dans le monde, puisque la France est une propriété de Rothschild. Et M. Macron est lui-même une propriété de Rothschild. Attali l'a dit. Et M. Macron le démontre au jour le jour. Donc il y a le pacte démocratico-recolonial qui sert de couverture au projet français. Et ça nous ramène très loin. Ça me rappelle les années 50, les années 40. Lorsque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, quand la Deuxième Guerre mondiale finit, les recompositions géopolitiques au niveau international obligent De Gaulle à assumer, veut ou pas, un projet de décolonisation fut-il factice. Il va convoquer notre fameuse conférence de Brazzaville. 44, vous vous souvenez. Cette conférence va déboucher sur un projet terrible, une fédération coloniale. L'Empire français, c'est-à-dire la France, une espèce de fédération coloniale qui lierait la France, la métropole, à ses anciennes colonies. Écoutez bien, fédéralisme colonial, M. Bertondi. Alors, ce projet n'a pas marché sur la forme, mais dans les faits, il est resté avec la figure de Foucault et ce qu'on appelle la France-Afrique, qui fait que, M. Bertondi, que les gens le veulent ou pas, la France, le président français s'est toujours comporté comme étant le vrai président de l'Afrique en général, et le vrai président de son précaré. À partir de ce moment-là, que les Africains ont le courage de demander les comptes au vrai président de l'Afrique, qui est le président français. Pourquoi on dérange les présidents africains? Pourquoi on les dérange? Voilà encore. Pourquoi, si ce que je dis est faux, dites-moi, je répète encore, pourquoi M. Macron parle, se met des affaires du Tchad? Pourquoi? Est-ce qu'il est tchadien? Les Tchadiens ont élu M. Macron? Les Tchadiens élisent M. Macron? Est-ce que les Tchadiens se mettent des affaires de la France?
Alors qu'il y a tellement à dire. Alors qu'on devrait même se mêler parce que la France est un pays en perdition à cause de M. Macron. C'est un pays qui détruit l'humanité à cause de M. Macron. C'est un pays qui est dans tous les complots les plus pervers de ce monde pour bloquer l'avancée de l'humanité à cause des présidents comme M. Macron. Donc les pays même qui sont en droit de se mêler des affaires de la France, ce sont les pays africains. Mais aucun pays ne le fait. Mais le président français est toujours en train de se mêler grossièrement, n'est-ce pas, des affaires internes à l'Afrique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, en fait, c'est un empire colonial. Il y a une espèce de fédéralisme néocolonial qui lie la France aux pays africains. Le président français est le patron. Vous avez, n'est-ce pas, des chefs de canton, des chefs de région, comme dans une espèce de décentralisation, des chefs de région, mais qui n'ont pas le pouvoir. D'où vient-il alors que des soi-disant démocrates passent le temps à doiter des gens qui ne sont que les chefs de région? Monsieur Bettendi, au nom de quoi on les doit? Si ce n'est pas, comment on dit ça, l'incapacité de ces élites démocratiques africains à penser un vrai projet de libération. Leur incapacité à mener les vraies batailles démocratiques de libération de leur pays, ils se masquent derrière une indigence idéologique, une indigence en matière de projet, pour jouer la fiction d'un projet démocratique que porterait la France et qu'elle voudrait donc implémenter dans les pays africains. Je suis dans le fond, là, on me demande le fond. Je suis dans le fond, tout à fait. Donc c'est cela qu'il s'agit, M. Bayetoundi. Vous avez là, c'est encore clair pour les nouvelles générations, pour les gens qui ont 20 ans, 21 ans, ils sont en train de voir. Ils se demandent pourquoi les affaires de l'Afrique se traitent à l'Élysée. Parce que les anciens comme les Bélec, Jean-Paul Belek et les autres comprennent l'histoire. Les gens comme vous, nous on comprend. Mais la nouvelle génération d'Africains là, quand on veut manipuler dans la sauce démocratico-coloniale. Ils se demandent pourquoi ce petit garçon-là de l'Élysée se mêle des affaires de l'Afrique. Il faut leur expliquer ça. Monsieur Bertoundi. Donc on trompe les Africains quand on les fait croire que leurs problèmes sont portés par des présidents. Alors que voilà le vrai président de l'Afrique. Il a dit il y a un mois à Jeune Afrique, de manière claire et Bertoundi, qu'il va renouveler le paysage politique, il va créer une nouvelle génération d'élites, de dirigeants et une nouvelle société civile. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que M. Macron a dit au monde entier que et c'est donc le vrai président de l'Afrique. Et si on dit donc qu'il y a la dictature en Afrique, ben, c'est le grand dictateur. C'est lui. Vous comprenez? C'est lui, mon cher Bertoundi. Donc, il faut enlever ce masque-là pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. J'enfonce le clou. Maintenant, parlons-en. Qui parle aux Africains? Est-ce que ce monsieur est digne de parler à un Africain? Est-ce que M. Macron est digne de parler à un dirigeant africain? Il a la tête d'un État criminel qui va de crime en crime, au point où le crime est devenu son essence. Depuis la rencontre de ce pays avec les pays africains, c'est les crimes qui sont au fondement de sa politique. C'est le crime, une vente de crimes, assassinat de dirigeants, destruction de pays, bombardement de palais présidentiels, déportation de présidents, viol de femmes, braquage de tout genre. Mais qui parle à l'Afrique? M. Macron peut parler à l'Afrique? Si ce n'est pas qu'il est encouragé par des élites complètement dépravés, qui ont perdu tout sens de l'honneur et qui cachent leur nudité dans le démocratisme le plus abject, sans contenu, c'est-à-dire l'alternance. Mais bon, au Niger, il y a l'alternance. On parle du Tchad, au Niger. Monsieur Issoufou a placé son pion, c'est-à-dire son garçon de chambre. Mais en plus, il a mis son fils en politique, il le prépare, puisqu'il est ministre du pétrole et de l'énergie au Niger. Qui en parle, M. Bertoundi? On appelle ça alternance. Et pendant ce temps, messieurs, les dirigeants successifs du Niger, amis de la France, n'ont jamais eu le courage de mettre sur la table le vrai problème du Niger, l'uranium par exemple. Cette ressource-là qu'on appelle l'uranium, à elle seule, le Niger a plein d'autres ressources là-bas. L'uranium à elle seule, si elle est payée à son vrai prix, le Niger devient un paradis. L'uranium seul. Mais qui confisque l'uranium du Niger? C'est pas la France, à travers l'ancienne Areva. Pourquoi? Pour éclairer la France, M. Bertoundi. Et la France paye l'uranium au Niger. Je prends un exemple simple. À 100 francs, pour le vendre sur le marché international, à près de 10 000 francs. Vous vous rendez compte?
Alors, on continue. Vous vous rendez compte? Non, fait. je donne un visage concret de la fausse démocratie, n'est-ce pas, que des élites dépravées veulent vendre aux populations, parce que le problème c'est quoi? C'est que il faut que la France chasse ce qu'ils appellent dictateurs pour les placer au pouvoir. Pour placer au pouvoir des jeunes de la société civile. Des gens comme vous l'appelez qui succès qu'il a au Tchad. Placer des gens comme ça au pouvoir. Voilà toute leur bataille. Or, les vrais enjeux sont là, M. Betoudi. La libération d'un continent, sa souveraineté, son indépendance, l'indépendance des pays, la libération culturelle, économique, sociale, éducative, n'est-ce pas, des peuples. On n'en parle pas. Parce que, à défaut d'être capable de mener des vieux combats dans leur pays, on va se cacher derrière le parapluie français, les financements français, les initiations ésotériques français pour la conquête du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, M. Macron, là, il est qui pour parler aux Africains? Regardez aujourd'hui en France, il n'y a plus de liberté en France. Et vous savez, les élites africaines sont des gens démocrates. Aucune d'elles ne met sur la table le fait que la France est devenue une dictature sanitaire. Pour être poli, c'est une politique nazie qui est mise en place en France. C'est-à-dire, au nom d'une gestion imaginaire de la pandémie, que tous les experts en la matière ont démontré la vacuité et le caractère pratiquement nul de sa politique, M. Macron maintient un pays en confinement depuis bientôt 1 an et demi. Vous vous rendez compte, Betoudi? Le cas français, dans le monde en matière de gestion de Covid, est particulier. C'est un cas d'école. Un cas d'école. Aujourd'hui en France, il n'y a plus de liberté. Aucune élite africaine n'en parle. Aucune élite ne peut pas expliquer aux Africains comment est-ce qu'un monsieur, un jupitérien, a fait disparaître son pays. Dans son pays, les libertés, entre guillemets, chèrement conquises, puisqu'on dit que la France est une démocratie. Alors nous on parle. M. Macron a fait voter en France un projet de sécurité globale qui sacralise les policiers. Écoutez bien, les policiers. C'est-à-dire que interdit de les filmer. Ils peuvent vous massacrer comme on veut, comme ils veulent. Ils peuvent vous casser les pieds, interdit de les filmer. C'est-à-dire qu'ils protègent la police. Si vous voulez pas un état policier, pourquoi sacraliser la police? Pourquoi? Mais c'est qu'on l'interdit ailleurs, en Afrique. Quand en Afrique, on bavarde, on traque les policiers. Il faut les traquer. Mais en France, M. Macron sacralise la police en votant une loi honteuse de sécurité globale. Vous voulez que je revienne sur la fameuse loi éthique? Ce pays a détruit la vie humaine en disant qu'un foetique, un enfant de 9 mois, peut être tué. Peut être tué. M. Betoudi. Voter en France. On a vu ce monsieur gérer les gilets jaunes. Alors là, ce n'était pas 10 personnes dans la rue. Toute la France était dans la rue. Toute la France. Mais ça a été un massacre. Il a sorti l'armée. On a massacré les gilets jaunes. Il a tué, on dit 11 morts. Mais c'est faux. Il y a eu des centaines de morts. Près de 5000 blessés. Près de 5000 incarcérations. Jusqu'à l'heure actuelle. Ah ouais, en termes de répression, parce que... mais voilà la vraie répression. En fait, le déterminant le plus il a parlé de répression... Mais puisque ce petit jupitérien donne les leçons de répression, il dit qu'il est contre, il condamne vraiment la répression. Regardez bien, et les élites africaines ne disent rien. Elles font comme si elles ne le voient pas. Celui qui parle là, c'est-à-dire, est un dictateur, est un tueur. Il y a le cas concret des gilets jaunes. Eh bien, tout dit. Concret. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, il y a encore les gilets jaunes en prison en France. Ils ne sont pas encore libérés. 5000 arrestations, près de 4000, près de 5000 blessés et des centaines de morts. Il a sorti l'armée. Où? En France, à l'époque. Il disait que non, c'est pas dans la rue qu'on gère les problèmes politiques. Vous voyez ce discours. Quand c'est en Afrique, il ose se mettre devant l'Élysée, toujours accompagné d'un sous-fifre négro. Ce président-là, il ne faut même pas citer son nom ici, il n'en est pas digne. Celui qui est pour de là, il n'en est même pas digne. Parce que quand on pense à Lumumba, c'est une honte ça, c'est une honte. C'est de la caricature quand on voit celui qui l'accompagne. Ce monsieur ose s'asseoir, se mettre là, parler aux Africains, alors que c'est lui le tueur, sans compter les guerres qu'il crée partout en Afrique. Ce monsieur soutient le régime qui est en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est un narco-État, mais c'est un pouvoir. Là, c'est la démocratie. En Côte d'Ivoire, c'est la démocratie, mais c'est l'ami intime de M. Macron. Mais pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi tous ces genres de jeux-là, qu'il s'agit des Africains? Alors nous parlons en France. Dès que vous touchez, on dit que vous êtes terroriste, sans vous juger. Vous avez un couteau, vous avez porté atteinte à la vie des gens, on vous tue.
Et pour sortir donc... Attendez, on vous tue, hein? Oui. Pas de procès. Écoutez, depuis, pas de procès. Imaginez-vous, Bertondi, qu'on fit les procès de tous ces gens qu'on a qualifiés de terroristes sans jugement et qu'ils parlent. Pourquoi on n'a pas envie qu'ils parlent? Mais au Cameroun, quand c'est en Afrique, non, on lui discutait, il faut dialoguer avec les terroristes. On dit non, ce sont les mouvements politico-militaires. Pourquoi on ne dit pas que le gars qui avait le couteau là, qui démarre là avec le couteau, pourquoi on ne dit pas que c'était un leader politique? Vous êtes sûr qu'il n'a pas de démarcation politique de haut niveau? Vous êtes sûr? Mais quand c'est en Afrique, on dit non. Régime, c'est-à-dire que groupe, mouvement politico-militaire. Mais quand c'est en France, c'est-à-dire vous visez un bâtiment, ça détruit, on vous tue. On vous dit terroriste, on vous tue. Pas de procès. Mais quel est ce pays qui parle aux Africains? Eh bien, on dit, parce que vous avez des gens comme celui qui est près de lui, vous avez un tas d'élite africaine, parisianisée à excès, qui rêvent que la France va chasser les dictateurs et les mettre au pouvoir, M. Bertondi. Alors, c'est peut-être... Vous terminez. C'est une équation qui sera désormais difficile si l'on voit la trame de fond du discours de Mahamad Idriss ce jour. Monsieur Macron, je répète, pion des élites globalisées et des financiers mondiaux, propriétaire des Rothschild et des banquiers, n'a pas les moyens de son projet en Afrique centrale. Il le sait. D'où son louvoiement, ses embrouilles, son délit, sa folie là. C'est pratiquement la folie. Il est fou. Il dit une chose aujourd'hui, demain il dit son contraire. Il est fou. Il n'a pas les moyens. En attaquant le Tchad, il faut le dire ouvertement, il déclare la guerre à l'Afrique centrale. Voilà la vérité. Il déclare la guerre à l'Afrique centrale. Ce n'est pas une affaire tchado-tchadienne. C'est terminé, ça avait tout dit. Si c'était une affaire tchado-tchadienne, Macron ne se mêlerait pas. Pourquoi Macron va se mêler des affaires du Tchad et les pays d'Afrique centrale et rester tranquille? Au nom de quoi? Mais laissez ces gens-là qui vont s'intéresser dire leurs histoires de leur ragot de quartier, ils n'ont pas le niveau. Ce n'est plus une affaire tchado-tchadienne. À partir du moment où M. Macron se mêle aussi honteusement comme ça, grossièrement comme ça. Bien sûr, mais ça cesse. Pourquoi allez-vous interdire aux pays africains, de l'Afrique centrale,